Pendant longtemps, la neurologie nous a enseigné que le cerveau de l'être humain était organisé de façon très reproductible d'un patient à l'autre ou d'un volontaire sain à l'autre, à savoir figé, uniforme, et que d'une certaine manière, un dogmatisme s'est construit, à savoir le localisationnisme, une région qui correspond à une fonction. Tout ceci est totalement faux. Et dans cet exposé, nous allons démontrer qu'il faut évoluer vers ce qu'on appelle le connexionnisme, à savoir la possibilité pour le cerveau de se réorganiser, de compenser non seulement au cours du vieillissement, mais aussi suite à une lésion cérébrale, le fait qu'un lobe puisse être enlevé chirurgicalement chez des patients qui continuent à mener une vie totalement normale. Il s'agit du phénomène de neuroplasticité. Depuis 150 ans, la neurologie nous a expliqué que les cerveaux étaient construits de façon relativement uniforme d'un être humain à un autre. Et ceci a été en particulier lié à un neurochirurgien, neurologue qui s'appelait Paul Broca et qui a décrit en 1870 le fait qu'un patient qui avait eu une lésion bien spécifique dans une région du cerveau du côté gauche n'était plus capable de parler. Il a décrit ce qu'on appelle une aphasie. Et depuis, on a dit qu'il y avait une région qui correspondait à la parole. Et à partir de là, beaucoup de neurologues et de neuroscientifiques ont progressivement décrit des régions bien spécifiques du système nerveux central qui correspondaient chacune à une fonction. Ça a débouché sur ce qu'on appelle le localisationnisme. Une région cérébrale, une fonction, mais ça veut dire aussi que si cette région cérébrale est lésée du fait d'un traumatisme, d'un accident vasculaire cérébral ou d'une intervention chirurgicale, alors la fonction est irrémédiablement perdue. Tout ceci est faux. En effet, nous avons réussi, grâce à des patients que nous opérons en conditions éveillées pour des tumeurs cérébrales, ce qui a fait l'objet d'un autre exposé, et grâce au fait que nous avons pu mettre en évidence qu'une ablation massive d'une partie du cerveau, un lobe, deux lobes, dans des régions considérées selon les dogmes comme étant cruciales pour la fonction, pour autant n'empêchait pas le patient de reprendre une vie active, y compris sur le plan socio-professionnel. En d'autres termes, le cerveau fonctionne en réseaux parallèles, distribués, et non pas en zones discrètes. Ça veut dire que ces réseaux sont capables de se compenser les uns les autres parce qu'ils sont interconnectés et qu'il n'y a pas un réseau qui corresponde à une fonction, mais plusieurs réseaux qui correspondent à plusieurs sous-parties d'une fonction. Par exemple, dans le langage, ce qu'on appelle la phonologie, qui a la capacité de produire, ou la sémantique, qui a la capacité de comprendre. Il est bien évident que si l'on perd l'une de ces deux fonctions, il y aura des problèmes de langage, et pour autant, est-ce que ça veut dire que l'on est véritablement aphasique, dans l'impossibilité totale de parler? La réponse est non. En fait, on va avoir une sous-partie qui sera perdue. Quand on essaie maintenant de mieux comprendre comment fonctionnent ces différents réseaux parallèles et distribués, on s'aperçoit qu'il y a des zones de surface, la substance grise, et que ces zones de surface multiples sont connectées entre elles par de la substance blanche, des câbles. Et que si l'on coupe les câbles au bloc opératoire, il est bien entendu que malheureusement le patient ne récupérera pas. Si par contre on préserve cette connectique, alors le patient peut bénéficier de l'ablation d'une partie du cortex qui sera compensée par d'autres réseaux qui peuvent utiliser les mêmes câbles mais avec une arborisation corticale, pourrais-je dire, différente puisque le cortex est fait de redondance. Ça veut dire qu'il y a plusieurs cordes à notre arc. Tout ceci est la base de ce qu'on appelle la neuroplasticité, à savoir le cerveau est capable de réorganiser ses cartes fonctionnelles à l'échelon individuel, au fur et à mesure même du temps. On a pu effectivement être amené à réopérer des patients qu'on avait opérés 10 ans plus tôt d'une tumeur cérébrale, que nous n'avons pas complètement guéri, mais nous avons laissé si peu de tumeurs qu'il lui a fallu 10 ans pour évoluer, et entre-temps le patient a mené une vie normale, avec l'ablation notamment de la région de Broca dont j'ai parlé tout à l'heure. Témoignons définitivement du fait que ce n'est pas la région du langage. Quand on réopère le patient,
on s'aperçoit que les cartes de sa fonction, que l'on vérifie avec des stimulations électriques lorsque le patient est réveillé, comme on a pu le voir dans un autre exposé, se sont modifiées et que le cerveau ne fonctionne plus de la même façon. Et comment on le démontre définitivement? On enlève davantage d'hémisphères que lors de la première intervention chirurgicale. Et malgré tout, le patient récupère. Dans le sens, il reprend une vie totalement normale. Je veux dire que une patiente à qui j'ai enlevé totalement un lobe frontal droit, quasiment la moitié de l'hémisphère droit, a joué du piano en concert, piano Rachmaninov, 3 mois après l'intervention chirurgicale, concerto pour piano et orchestre. Et son impresario m'a même dit qu'elle avait mieux joué qu'à l'accoutumée, probablement parce qu'il devait y avoir une certaine forme de désinhibition qui se prêtait bien au fait qu'elle soit artiste. C'est de ce niveau-là dont on parle de récupération, et pas le patient est capable de redevenir un petit peu autonome. Tous ces patients mènent une vie normale parce que les cartes sont capables de se redistribuer au sein du système nerveux central qui n'a en aucun cas été figé. Ceci est vrai également à l'échelon de volontaires sains, puisqu'il existe maintenant des techniques que l'on appelle d'imagerie fonctionnelle, qui elles sont non invasives et qui ne sont pas la vérité absolue comme quand on va au bloc opératoire, bien entendu, mais qui peuvent être refaites chez le même individu au fur et à mesure qu'il apprend une tâche donnée et on voit là encore se modifier les cartes. Ce qui veut donc dire que la neuroplasticité peut exister pour compenser une lésion cérébrale, notamment d'avoir été opéré d'une tumeur par exemple, mais également dans le cadre de l'ontogénie, à savoir du vieillissement. Tout le monde sait que nous perdons des millions de neurones, et pourtant, à 65 ans, on peut avoir des scores neuropsychologiques qui sont aussi bons qu'en 25, même si en général, les temps de réaction sont un petit peu augmentés. Pourquoi? Parce que le cerveau s'est réorganisé, est allé chercher d'autres zones dans le réseau, par exemple au niveau de l'autre côté, ce qui veut dire que le score est le même, mais ce qui veut dire aussi qu'il y a du temps supplémentaire pour aller chercher une partie de l'information, et que de fait, il y a un retard en comparaison par rapport à ce qu'on pouvait faire à 25 ans, expliquant pourquoi évidemment le cerveau néanmoins vieillit. Toutes ces informations sont absolument cruciales pour pouvoir oser imaginer que dans un avenir à long ou peut-être moyen terme, nous allons être capables non seulement d'opérer le cerveau en évitant de créer des séquelles, ça c'est déjà fait avec plus de 99% de bons résultats, mais peut-être même d'arriver à restaurer les fonctions cérébrales, du moins dans certaines indications, en poussant la plasticité cérébrale, non seulement à travers les mécanismes de rééducation fonctionnelle, que l'on connaît bien depuis déjà une bonne cinquantaine d'années, plus on apprend ou on réapprend une tâche suite à une lésion cérébrale, plus on va voir le cerveau évoluer à la condition, toujours pareil, que la connectivité, que les voies blanches, que les câbles n'aient pas été lésés par ce dommage cérébral, sinon on ne pourra pas complètement récupérer, voire pas du tout, mais également à travers des moyens pharmacologiques, ou voire même neurochirurgicaux, où le but pourrait être de remettre en connexion certaines régions de la partie antérieure, par exemple, du cerveau, de la partie postérieure, et de les dériver vers un ordinateur. C'est le principe de l'interface entre le cerveau et machine, qui est déjà développé en pratique, chez des patients notamment qui ont ce qu'on appelle un locked-in syndrome, à savoir des patients qui ont eu une lésion qui les empêche de communiquer avec le milieu extérieur alors qu'ils ont une pensée qui est a priori correcte. Mais, allons plus loin, on pourrait également l'appliquer chez des patients qui sont aphasiques, dans le sens où on commence enfin à comprendre les réseaux qui sous-tendent le langage, l'émotion, la cognition, la motricité, et surtout leur interaction pour en arriver à créer ce qu'on appelle également le comportement. En conclusion, jamais le cerveau n'a été figé. Heureusement, la neuroplasticité existe, ce qui ouvre des portes extraordinaires pour l'apprentissage dans la vie quotidienne, mais également pour les chirurgies cérébrales en cas de tumeur notamment, ou de chirurgie de l'épilepsie, mais aussi, dans un avenir, encore une fois, que j'espère à moyen terme, la restauration fonctionnelle à travers le principe de Brain-Computer Interface.